Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Ravi de vous retrouver en direct sur le plateau du Figaro TV. Au sommaire de notre émission, que se passe-t-il entre le Venezuela et les États-Unis? Va-t-on vers une guerre dans les Caraïbes? Washington a déployé 7 navires de guerre. L'objectif de Donald Trump, lutter contre le trafic de drogue au Venezuela. Mais est-ce le seul but du président américain? Élément de réponse dans un instant avec le politologue spécialiste de l'Amérique latine, Gaspard Estrada. Et puis on parlera espionnage dans cette émission avec l'un des meilleurs spécialistes français, Rémi Coffer. Il sort un dictionnaire mondial de l'espionnage, un panorama complet des services secrets du monde entier. Et pour terminer cette émission, place à la grande Joséphine Baker. L'un de ses fils, Jean-Claude Bouillon-Baker, sera avec nous pour évoquer sa mère et cette icône, 100 ans après que la France l'ait découverte et adoptée pour toujours. Vous avez le programme, point de vue, c'est parti. Bonjour Gaspard Estrada. Bonjour. Merci d'être en direct sur le plateau de Point de vue. Vous êtes politologue et membre de l'unité du Sud global à la London School of Economics. Alors vous êtes là pour nous éclairer sur ce qui se passe actuellement entre le Venezuela et les États-Unis. Les États-Unis ont déployé 7 navires de guerre devant les côtes du Venezuela. Officiellement, la raison, en tout cas invoquée de Donald Trump, c'est lutter contre le trafic de drogue. C'est ça ? Bon, je pense qu'en effet, il y a un problème de drogue et de manière générale d'addiction chez les Américains. Ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. Déjà en 1971, le président Nixon de l'époque avait déclaré que l'ennemi principal, l'ennemi numéro 1 de la population américaine et des États-Unis, c'était l'abus de drogue. Et en fonction de cet adversaire potentiel, les États-Unis avaient développé une stratégie de lutte contre le crime organisé. Et c'est à partir de ce moment-là où, en effet, sous l'égide des États-Unis, il y a eu toute une évolution dans la lutte contre le crime organisé dans le monde, en allant vers la pénalisation des drogues de manière générale. Il ne faut pas oublier que jusque dans la deuxième moitié des années du XXe siècle, un pays tel que la France commerçait des drogues. Oui, la fameuse French Connection. Non, mais là, c'est différent. C'est-à-dire l'État français, en Indochine, commerçait, c'était légal de commercer de la drogue, et notamment de l'opium. Et c'est la vente de l'opium qui servait à financer le budget de l'État français dans l'économie. Là, je parle de 1950. Et donc, c'est pour ça que ce tournant américain de lutte contre les drogues dans les années 70 a été très important, et notamment en Amérique latine. C'est parce que c'est à partir de ce moment-là où il y a eu ce tournant répressif qui a provoqué énormément de morts, de violences et, in fine, peu de résultats en ce qui concerne la lutte contre les addictions aux États-Unis, puisque la question de l'abus de drogue dans la société américaine est une problématique qui est extrêmement d'actualité. Et centrale, Et centrale, malgré 50 ans de lutte contre les drogues. Et donc, je pense que là où on rentre dans la réponse à votre question, c'est que aujourd'hui, la principale source de drogue et d'abus de drogue aux États-Unis et au Canada, c'est la consommation de fentanyl. Or, le fentanyl n'est pas produit majoritairement en Colombie, ni au Venezuela, ni en Colombie, mais il s'agit d'une drogue synthétique dont les précurseurs sont produits en Chine et qui sont par la suite transformés dans des laboratoires soit au Mexique, soit aux États-Unis. Donc de ce point de vue-là, l'argument qui est utilisé par l'administration américaine pour justifier ces opérations en disant « nous attaquons des narcotrafiquants qui représentent une menace pour la sécurité nationale des États-Unis », certes, il y a des exportations de cocaïne qui, elles, viennent de Colombie,
du Venezuela, soit d'autres pays sud-américains. Mais en termes de proportion, cette cocaïne, elle va aujourd'hui désormais davantage vers l'Europe que les États-Unis. Donc c'est pour ça que l'argument qui est utilisé par l'administration américaine justement pour de lutter contre le trafic de drogue. De lutter contre le trafic de drogue. Si on voit la réalité du trafic de drogue aux États-Unis, la consommation de drogue aux États-Unis, cette consommation, elle est beaucoup plus focalisée aujourd'hui sur le fentanyl, beaucoup plus que sur le cocaïne. C'est pour ça que l'argument utilisé par l'administration américaine me semble assez fragile. Parce que Donald Trump dit que Nicolás Maduro, qui est le président du Venezuela, et son gouvernement sont à la tête d'une vaste organisation du trafic. Ça signifie... qu'est-ce que ça cache alors, en fait, cet argument qui est pour vous pas tout à fait réel, en fait, d'attaquer le Venezuela? Qu'est-ce qu'il y a derrière les intentions des Américains? Bon, je pense que d'abord, il faut avoir à l'esprit ce qui s'est passé durant le premier mandat de l'administration de Donald Trump. Durant ce premier mandat, l'administration américaine avait souhaité mener à bien un changement de régime au Venezuela. Il ne faut pas oublier que c'est durant l'administration de Donald Trump qu'une personnalité appelée Juan Guaido s'était autoproclamé président du Venezuela et que cela avait été fait avec le concours et le soutien de l'administration américaine. C'est Washington qui avait fait pression sur ses partenaires, notamment ses partenaires européens, et je pense au premier lieu à l'Espagne et à la France, pour que la communauté internationale, en tout cas les pays européens, la plupart des pays latino-américains, aillent vers une reconnaissance de Juan Guaido, qui était une manière pour l'administration américaine de soutenir cette initiative. Il ne faut pas non plus oublier quelles sont les raisons qui ont poussé à l'époque Donald Trump à prendre cette initiative. C'est que bonne partie de son électorat, notamment dans des États clés, je pense à la Floride, je pense au Texas, eh bien, il s'agit d'un électorat latino, mais conservateur et dont les familles sont originaires d'une diaspora venant soit de Cuba, soit du Venezuela. C'est le cas de Marco Rubio, par exemple. Absolument. Ce qui est la différence et ce qui a un peu évolué entre le mandat de Trump 1 et le mandat de Trump 2, c'est que Marco Rubio était certes un acteur clé dans la construction de la politique étrangère américaine vis-à-vis de l'Amérique latine, sauf que durant le mandat de Trump 1, Marco Rubio était un outsider, il était à l'époque sénateur, et c'est lui qui, d'une certaine manière, court-circuitait le département d'État américain pour imposer ses vues, ses initiatives et ses priorités de politique étrangère. Or, durant ce mandat de Trump 2, Marco Rubio est au cœur du dispositif gouvernemental, puisqu'il est non seulement secrétaire d'État, mais en plus, il cumule ce poste avec conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. C'est quelque chose d'assez inédit en fait, dans l'histoire de la diplomatie américaine, qu'une même personne concentre ses pouvoirs. Et on a pu voir durant ce premier semestre comment Marco Rubio, sur le dossier du Venezuela, a gagné des points dans un rapport de force qui l'oppose avec le conseiller spécial pour les affaires réservées du président Trump, qui s'appelle Richard Grenell. Richard Grenell a été très actif au début du deuxième mandat de Donald Trump pour permettre que des majors pétrolières américaines puissent avoir des activités au Venezuela, de reprendre des activités commerciales, alors même qu'il y avait eu des sanctions qui avaient été décrétées d'abord par Trump et qui avaient été maintenues par l'administration démocrate de Joe Biden. Et donc, de ce point de vue-là, la nouveauté de ces dernières semaines, c'est qu'on voit bien qu'il y a une sorte de rapport de force qui s'est inversé en la faveur de Marco Rubio, qui lui est un défenseur d'une ligne beaucoup plus punitive. Je vous laisse prendre un petit verre d'eau qu'on vient de vous amener. Effectivement, vous n'êtes pas le seul. Certains observateurs évoquent cette possibilité de ces fameux élus républicains de Floride prenant le Venezuela comme prétexte pour se venger de Cuba. Nicolás Maduro, le président vénézuélien, ayant été lui-même formé à Cuba. Oui, et je pense qu'il ne faut pas oublier
négliger le fait que l'entourage le plus proche, c'est-à-dire les aides de camp du président Maduro, sont en lien direct avec le gouvernement cubain, voire même ont un lien direct, voire même sont cubains. Donc ça, faut bien avoir à l'esprit qu'en termes de sécurité... La dimension cubaine est très importante dans cette affaire, entre guillemets, vénézuélienne. C'est ça. Absolument. C'est très important. Seulement en fonction des liens économiques et politiques, mais y compris sur la question de la sécurité immédiate du président vénézuélien. Alors, le président vénézuélien, lui, dit que les États-Unis veulent le renverser pour s'emparer des réserves de pétrole. Ils ont beaucoup de pétrole, effectivement, les Vénézuéliens, mais les Américains en ont pas mal aussi. Hein. Évidemment, je pense qu'il y a eu une évolution importante dans le marché du pétrole mondial ces dernières années, suite à l'apparition du gaz de schiste et de l'exploitation par les États-Unis du gaz de schiste, ce qui permet aux États-Unis de redevenir un acteur majeur dans ce secteur-là. Néanmoins, il est clair que l'apport du brut vénézuélien est important pour le gouvernement américain, à tel point que, comme je l'ai déjà souligné, il y a eu des initiatives prises au plus haut niveau par des majors américaines du pétrole pour pouvoir avoir accès de nouveau aux réserves vénézuéliennes. Et c'est toute l'action du conseiller spécial du président Trump, Richard Grenell, pour permettre que ces majors disposent des autorisations, donc la levée des sanctions américaines pour pouvoir agir. Donc de ce point de vue-là, le pétrole vénézuélien est important, reste une source d'approvisionnement importante pour Washington. Oui. Et donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, l'argument, il existe, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier la dimension régionale de ce qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui dans cette zone des Caraïbes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, certes, il y a des réserves vénézuéliennes qui sont très mal exploitées compte tenu de la déliquescence du secteur de l'État vénézuélien et surtout de son industrie pétrolière qui est publique, mais aussi de la très forte expansion de l'activité pétrolière dans le pays voisin du Venezuela, le Guyana, qui est en train de se transformer dans une major, un pays qui est amené à être un acteur central dans l'exploitation de pétrole dans le monde. Et il y a quelques jours, le Brésil a aussi, l'Institut environnemental brésilien, l'IBAMA, a délivré une autorisation de recherche de pétrole à la major publique brésilienne Petrobras, justement dans cette zone qui est proche du Venezuela. Donc on voit bien qu'il y a une activité pétrolière qui se développe dans ce qu'on appelle le plateau des Guyanes. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un actif qui intéresse de nombreuses entreprises. Donc ça, c'est un élément que moi, je ne négligerai pas. Néanmoins, il est clair que cet argument aussi est très utile pour la communication de Nicolás Maduro, puisqu'il permet de se victimiser, alors même qu'il s'agit d'un gouvernement tout à fait autoritaire. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune question à voir là-dessus. Mais il me semble qu'au vu des expériences précédentes, où il y a eu un changement de régime dans un pays pétrolier, je pense à l'Irak de Saddam Hussein ou à la Libye de Muammar Kadhafi, est-ce que le changement de régime de ces pays, est-ce que ça aboutit à davantage de stabilité, à davantage de transparence et de démocratie? C'est vrai que, compte tenu de ces deux expériences-là, il est permis d'en douter. Est-ce qu'il y aurait une tentative des États-Unis de reconfigurer une Amérique latine un peu plus proche de sa vision du monde, de ses intérêts économiques? Il est clair que les États-Unis ont été très largement absents de la région latino-américaine ces dernières années. Donc on sent bien un réengagement américain. Avec un président américain qui récemment voulait renommer le golfe du Mexique le golfe de l'Amérique, c'est bien ça? Absolument. Néanmoins, pour quel objectif et avec quels instruments? Et c'est pour ça que, de ce point de vue-là, je sens que c'est plus des objectifs court-termistes,
ce qui est plus dans la logique de Donald Trump, qui est plus un homme d'affaires qui aime bien faire de deals. En tout cas, c'est ce qu'il revendique. Néanmoins, si on voit la réalité de la région latino-américaine, moi je pense qu'il peut avoir des résultats de court terme, mais il a un problème de long terme. Parce que la grande différence entre l'Amérique d'aujourd'hui avec l'Amérique latine de la guerre froide, c'est que... On a un petit son, peut-être c'est votre téléphone, non? Une petite ambiance sud-américaine. On va reprendre. On parlait de cette cette tentative de reconfiguration peut-être des Américains et de ce Donald Trump un peu court-termiste selon vos termes. Je voulais parler, et après on va parler aussi bien sûr de l'Argentine. Les Chinois, ils sont présents beaucoup en Amérique latine. Est-ce que derrière cette volonté américaine, il n'y a pas aussi contré la présence chinoise? Absolument, c'était le sens de mon raisonnement. Durant l'Amérique latine de la guerre froide, jamais l'URSS a été le premier partenaire commercial des pays tels que le Brésil, le Chili, voire même l'Argentine. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est le principal partenaire commercial de la plupart des pays de la région. Donc il est vrai que pour les États-Unis, dans cette stratégie, renouer avec ces pays latino-américains, il faudrait tout d'abord montrer le muscle économique et réinvestir économiquement la région. Or, la solution qui est proposée par Washington, c'est une solution coercitive, c'est une solution sécuritaire. On le voit au Mexique en désignant les cartels de drogue en tant qu'organisation terroriste, en s'autorisant à éventuellement faire des frappes sur le sol mexicain, ce qui a été très vivement contesté par la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit justement dans les eaux internationales vis-à-vis de ces bateaux au Venezuela. Mais on voit bien que c'est la force qui est privilégiée par rapport à d'autres méthodes qui pourraient permettre aux États latino-américains d'envisager des changements. Donc ça, on le voit bien très clairement dans le cas du Panama, par exemple. Le Panama a décidé d'abandonner son adhésion au programme des routes de la soie, ce qui était extrêmement important pour Donald Trump compte tenu du capital symbolique et surtout sécuritaire de la gestion du canal de Panama. Néanmoins, est-ce que cela crée les conditions d'une confiance entre les capitales latino-américaines et Washington? Rien n'est moins sûr. Et on voit bien que, y compris des pays tels que le Brésil, dont le président vient de rencontrer le président Donald Trump en Malaisie il y a quelques jours, eh bien, l'instruction qui a été donnée par le président brésilien vis-à-vis de ses équipes économiques, c'est qu'il faut se diversifier et il ne faut plus compter sur les États-Unis exclusivement pour notre commerce extérieur. Alors, il nous reste 2 minutes pour évoquer l'Argentine, parce que là, par contre, le président argentin, lui, s'entend bien avec Donald Trump. Il a remporté près de 41%, par 41% des voix, les élections législatives. C'est une surprise, il n'était pas du tout attendu, cette victoire n'était pas du tout attendue dans les sondages. Ça lui donne des coudées bien franches maintenant à Javier Milei pour continuer sa thérapie de choc. C'est ainsi qu'il qualifie son action. Je pense que surtout, il a évité le pire, parce qu'on voyait bien que ces dernières semaines, il y avait une sorte de fébrilité qui s'installait tant sur le plan politique à Buenos Aires. Le ministre des Affaires étrangères de Javier Milei a démissionné quelques jours avant la tenue de ces législatives. Et dans les marchés futurs, c'est-à-dire du point de vue économique, le cours du peso s'effondrait. Il est clair que le soutien de l'administration Trump au peso, par le biais d'un prêt de 20 milliards de dollars qui a été annoncé quelques semaines avant la tenue de ces élections législatives, a été une bouffée d'oxygène. Absolument, d'autant plus que Donald Trump n'a pas hésité à conditionner cette aide à une victoire des candidats de Javier Milei lors de ces législatives. Donc il est clair que pour le président Milei, ce résultat qui est
totalement inattendu, y compris pour le président argentin. Oui. Ça lui constitue une bouffée d'oxygène. Ça va lui permettre d'engager avec davantage de sérénité la deuxième partie de son mandat dans un rapport de force qui lui sera plus favorable. Néanmoins, le problème économique reste entier et de ce point de vue-là, il devra faire un bon usage justement tant du prêt bilatéral qui a été consenti par Washington que vis-à-vis des prêts multilatéraux qui ont été accordés notamment par le Fonds monétaire international. Il va être confronté à des réformes qu'il veut lancer, notamment sur le travail, la simplification des embauches, et puis il compte organiser une nouvelle politique fiscale, ce président argentin. Merci d'avoir été en direct avec nous, Gaspard Estrada, sur le plateau de Point de vue pour nous éclairer sur cette situation entre le Venezuela et les États-Unis et plus largement cette relation entre l'Amérique latine et les États-Unis. Merci infiniment d'avoir été avec nous. On va parler espionnage maintenant avec l'un des meilleurs spécialistes français, Rémi Coffer. Avant qu'il me rejoigne en plateau, je vous propose d'écouter le journaliste du Figaro, Jean-Kiki Zola, rappeler que l'espionnage n'a jamais cessé d'exister. L'espionnage, ça n'a jamais cessé. Et que naturellement, si on parle aujourd'hui beaucoup de la Russie, il y a un certain nombre d'autres pays qui ont également intérêt à essayer de perturber, de créer des difficultés à la France. Et naturellement, le contexte actuel de la guerre en Ukraine, avec les messages extrêmement hostiles adressés à la France et à l'Europe par Moscou, font que le contre-espionnage est devenu une activité absolument essentielle. Il y a également aujourd'hui, en 2025, toute la dimension naturellement des influenceurs, si je puis dire, de la nécessité ou de l'intention de certains États de diffuser des fausses nouvelles, de déstabiliser des événements. Bonjour Rémi Coffer. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes un des meilleurs spécialistes du renseignement, un sujet sur lequel vous travaillez depuis les années 80, si j'ai bien préparé mon interview. Oui, j'ai vieilli dans l'intervalle, voyez, j'ai des cheveux blancs. Votre dernier ouvrage, c'est le dictionnaire mondial, carrément, de l'espionnage. Vous revenez sur les grandes affaires, des définitions aussi, des moments historiques, des portraits, un dictionnaire mondial. Comment on procède pour se lancer dans ce projet? Quand vous travaillez sur les questions de services secrets, de services de renseignement, vous êtes obligé de vous intéresser à ce qui se passe dans le monde. C'est un des motifs qui m'a un peu spécialisé là-dessus, parce que vous apprenez beaucoup de choses sur les différents pays, pour ne pas raconter d'âneries. Bon. Et du coup, vous intéressez à divers services secrets dont on parle assez peu. Les Chinois. Oui. Les Chinois, j'ai travaillé depuis les années 80 on a fait avec mon ami Roger Faligo une biographie de Kang Cheng, qui était le chef des services secrets de Mao, un personnage pas très sympathique. Vous avez les Indiens. Oui. Dont on parle peu. Les Iraniens, on en parle un peu plus, mais on ne les connaît pas beaucoup. Si vous parlez des Indiens, vous avez forcément ceux d'en face, c'est-à-dire les Pakistanais. Bien sûr. Vous avez les Israéliens, ceux-là, on en parle un peu plus, pas toujours en sachant d'ailleurs de quoi ils retournent. Et puis les Mukhabarat, les services secrets arabes, qui sont évidemment des services secrets qui jouent un rôle. Donc ça, disons que j'ai traité les Anglais évidemment, la CIA américaine et les Français. Bon, il y a un peu plus de développement sur les Français que malheureusement c'est tout l'intérêt effectivement de ce dictionnaire mondial. En ce moment, il y a donc cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et là, vous dites qu'il est un petit peu trop tôt pour définir un modèle ukrainien du service secret. Néanmoins, on a vu quelques actions. Je pense à la patinette électrique qui a été piégée à Moscou. C'est original, ça. Oui, pour tuer le général, qui est un général russe qui s'occupait de la guerre chimique. Donc, définir, étudier les services secrets ukrainiens, c'est beaucoup trop tôt pour le moment, c'est ça? Pour en tirer des choses regarder ce qu'ils font et analyser ce qu'ils font, oui, c'est possible dès maintenant, heureusement. Mais pour savoir, si vous voulez, ils viennent d'un modèle soviétique. Et ils ont des influences occidentales. Ils ont travaillé avec les Américains, avec les Anglais, un peu avec la DGSE française. Donc, ils sont un peu au carrefour.
D'un autre côté, ils sont obligés par la nécessité de se construire assez vite. Donc on voit bien se dégager un peu, mais de mon point de vue, il était un peu tôt pour tirer des conclusions qui n'aillent pas au-delà du commentaire journalistique, qui n'a pas un intérêt énorme dans ce domaine. Alors de l'autre côté, c'est les Russes. Les vieilles méthodes soviétiques, elles sont toujours d'actualité, toujours au cœur des services secrets russes? Oui, en particulier les méthodes expéditives, les opérations mouillées Oui. de sang, s'entend, Oui. qui s'inscrivent complètement dans la tradition soviétique. D'ailleurs, il y a un certain nombre de gens qui les ont perpétrés à l'époque de Staline, qui reviennent maintenant sur le devant, qui sont cités en exemple dans le SVR, qui est le service, si vous voulez, la DGSE russe, mais beaucoup plus grande que notre DGSE, et le GRU, qui est le service de renseignement de l'armée russe. Donc ces gens-là sont cités en exemple pour les assassinats qu'ils ont faits. En particulier, par exemple, les empoisonnements, le laboratoire des poisons, qui a commencé sous Lénine et que Staline a stabilisé. Donc, vous voyez, il y a une permanence. Là, il y a une continuité. Une continuité. Mais il y a quelques nouveautés du côté des Russes avec... Il n'y a pas énormément de nouveautés. Le problème qu'ils rencontrent, c'est que si vous voulez, dans la première période des services russes, il y avait une complaisance vis-à-vis des soviétiques qui leur a permis de recruter un certain nombre de gens dans l'intelligentsia ou même dans les services secrets soviétiques. Je pense aux 5 espions de Cambridge, par exemple, recrutés dans les années 30 et qui vont servir le dernier partir en Union soviétique en 1963. Donc des gens à long terme. Mais à l'époque, c'était pour des raisons idéologiques. Maintenant, il y a un certain nombre de compagnons de route qui sont encore mobilisables pour des raisons idéologiques. Mais le problème auquel ils sont confrontés, les services russes, c'est que ils sont comme les autres, il faut qu'ils payent. Il faut qu'ils payent des mercenaires. Et d'ailleurs, vous voyez les petites actions de déstabilisation qui sont faites en France, dans le genre des têtes de cochon devant une mosquée, des mains rouges, et que c'est des cercueils déposés. C'est vraiment des petites mains. C'est des gens qu'on paye. Oui, il y a un petit côté pied nickelé quand même. Ils s'en foutent. C'est de la piétaille. Ils s'en foutent, s'ils se font prendre, tant pis, c'est pas grave. Maintenant, ils gardent un corpus, ils gardent des techniques d'infiltration, et puis c'est quand même eux qui ont inventé la désinformation moderne, avec 2 personnages très, très peu connus. Qui Artur Artuzov, qui était d'origine italienne, qui meurt dans les purges staliniennes en 1936, et qui invente le concept de désinformation. Et puis Igor Agayans, personnage qui mourra 30 ans plus tard, en odeur de sainteté, si je puis dire, au Kremlin, et qui d'ailleurs était parfait francophone, puisque quand De Gaulle était à Alger en 1943-1944, eh bien, il parlait directement avec Agayans, qui est venu après sous le nom d'Avalov comme ambassadeur d'Union soviétique en France. Et lui a inventé vraiment totalement le concept de la désinformation, ce que j'appelle dans ce livre la boule de billard, c'est-à-dire vous avez au hasard, mais c'est pas tout à fait au hasard. Vous avez un journal indien, un petit journal indien totalement inconnu, le Times of Bombay ou quelque chose comme ça, qui publie un article accusant, par exemple, les Américains de mener la guerre bactériologique ou d'être responsables du sida, etc. Cet article n'a aucune importance, mais vous avez toute une organisation qui va essayer de le faire passer auprès de la presse sérieuse des pays occidentaux, essayer d'avoir une reprise. Bon, dans certains cas, ça marche. Si ça marche pas, on fait reprendre au moins par tout l'orchestre, si vous voulez, des journaux communistes, des journaux du bloc de l'Est, etc. Et on va ainsi créer des légendes. Donc, la légende des Américains pendant la guerre de Corée, puis la guerre du Vietnam utilisant l'arme bactériologique, complètement faux, mais ça fait rien, beaucoup de gens le croient, ou les Américains responsables du sida. Il y a un certain nombre de gens ça a été opéré par cette technique. Maintenant, ça va beaucoup plus vite avec Internet. Avec Internet. Évidemment. C'est à l'œuvre actuellement, oui, bien sûr. cette technique. J'ai lu que les Russes étaient derrière environ 150 titres d'information locale, ce que vous venez d'expliquer, l'Écho,
un écho régional, local, ou sous couvert d'information, ils font passer aussi des messages pro-russes. Quand on parle de Russie d'espionnage, on parle aussi beaucoup de compromat. Qu'est-ce que c'est le compromat, c'est le chantage, c'est le mot. Et chantage sexuel, c'est ça surtout ou pas? Non, alors je consacre, j'ai un article sur ce que j'appelle le sexpionnage, donc les utilisations de la sexualité des individus pour avoir barre sur eux. Vieille technique, évidemment, c'est pas eux qui l'ont inventé, mais ils l'ont pratiqué de manière systématique, en particulier les Allemands de l'Est. Markus Wolf. L'intelligence de ces gens, perverse, mais il s'était dit, parfois il vaut mieux recruter la secrétaire d'un ministre que le ministre lui-même. Donc on envoyait des beaux gosses essayer de séduire. Et c'est arrivé, il y a eu 105 cas en Allemagne fédérale, en Allemagne occidentale, de secrétaires comme ça qui ont été. Alors bon, elles sont tombées sous le charme de ce beau type, sans savoir évidemment que c'était un agent de l'HVA, donc des services secrets est-allemands. Et puis la consigne, vous savez, c'est quand même infect. Hein. La consigne, c'était de leur faire des gosses, si possible. Pourquoi ? Parce que le jour où vous apercevez que votre copain ou votre mari est un espion, c'est le père d'un de vos enfants ou deux de vos enfants, vous allez pas. C'est quand même un procédé retors et vicieux. À propos de sexpionnage, vous parlez d'une école entre guillemets à Kazan, c'est ça, dans les années 60, où les Russes faisaient apprendre le sexe sur commande à leurs agents. Oui, alors déjà, j'ai fait un livre qui est disponible maintenant en poche sur les femmes de l'ombre, sur les femmes espionnes. J'avais abordé ce problème et des gens me disaient, mais est-ce qu'ils avaient, vous savez, un peu comme ça, rougissant, est-ce qu'ils avaient des techniques spéciales ? Je dis non, évidemment, il n'y avait pas de technique spéciale en matière de sexualité. Je crois qu'il me semble que tout a été inventé depuis le début de l'humanité. En revanche, la technique, en l'occurrence, c'était d'être capable de pratiquer l'acte sexuel sur commande à n'importe quel moment. Avec n'importe qui, même quelqu'un de repoussant, faut être complètement blindé, y compris, il y avait une section des homosexuels qu'ils appelaient les corbeaux, qui est pas pareil. Donc, à n'importe quel moment, vous avez des responsables peuvent dire, bon, allez-y, etc. Alors, bon, c'est une inhumanisation des gens qui est différente, mais bon, ça peut marcher. Qui a le meilleur service de renseignement au monde ? On dit souvent que c'est les Israéliens. Les Israéliens ont un très bon service de renseignement, mais qui ne prévoit pas tout, voire 7 octobre. Vous faites allusion à 7 octobre, puisque oui, bien sûr. C'est le grand trou dans la raquette, si je puis dire. Oui, et puis ils en ont eu quelques-uns avant. Mais ce qu'il faut voir, c'est un service qui est mondialisé d'un certain point de vue, mais son centre d'intérêt, c'est essentiellement le Moyen-Orient. C'est des pays autour de l'État d'Israël. Les grands services mondialisés, si vous voulez, il y a d'une part les Russes, bien entendu, y compris par tradition qui vient de l'Union soviétique, les Américains, qui ont accessoirement 18 services de renseignement quand même, les Anglais par tradition, bien qu'ils soient maintenant devenus les brillants seconds des Américains, ils n'ont plus les moyens de vue, et la DGSE, qui est un service qui est considéré comme compétent aussi. Et puis vous avez les Chinois. J'allais y venir. Les Chinois ont une multitude de services de renseignement. Les Indiens et les Pakistanais qui ont joué un rôle trouble, j'en parle aussi en Afghanistan, ils ont joué un rôle extrêmement trouble du côté pour soutenir les talibans avec l'argent des Américains, grosso modo. Et les Chinois, il y a une particularité d'action de l'espionnage chinois ou... Ils ont parmi leurs services de renseignement, si vous voulez, il y a un qui est relativement moderne, qui a été créé en 83 par Deng Xiaoping. Donc dans le but de profiter du moment où l'Occident assez naïvement imaginait que la Chine allait accepter d'être l'atelier du monde et en conséquence, ils ont acquis à l'amiable un certain nombre de technologies dont ils se sont servis, car dans ce qu'on appelle le testament de Deng Xiaoping, ces 10 dernières consignes avant de mourir, 3 de ces consignes, c'était de ne pas se faire remarquer pour pouvoir avoir le maximum de choses comme ça. Et ce service a été créé, le
Guojiankambu, a été créé en 1983, donc sur des bases modernes. Alors, ils ont commencé avec quelques centaines d'agents, puis maintenant, ils sont évidemment des milliers. Et puis, ils ont une structure spécifique dont je parle également, qui est le département du travail de Frontigny, qui vient de l'époque où ils étaient, la fin des années 30, ils étaient censés être les alliés des nationalistes de Chiang Kai-shek contre les Japonais. Oui. Et c'est Chou En-lai qui a inventé ce nouveau service qui s'est développé très largement et qui opère dans beaucoup de pays. Alors, il y a une interpénétration avec le Guangbu parce qu'évidemment, tout ça fonctionne. Vous savez que dans la constitution chinoise, il est écrit qu'un citoyen chinois ne peut pas refuser de renseigner les services de renseignement. Ça veut dire que tous les citoyens chinois sont potentiellement des espions au Enfin, service de la Chine. Je rectifie, pas la Constitution, mais la loi. Ben, ça veut dire que si vous avez une loi analogue, vous travaillez à l'étranger, et puis quelqu'un de la DGSE viendrait, ce qui ne se fait pas comme ça, évidemment, viendrait vous dire il faut que tu nous fasses ceci, il faut que tu nous fasses cela. Tu ne peux pas refuser. Ben voilà, sinon ta famille va aller au Laogai, qui est le goulag chinois. Enfin, ça va être très amusant. Une des histoires les plus incroyables à propos des Chinois, sur laquelle vous revenez dans votre livre, qui est très très riche, c'est celle de ce fameux danseur chinois, ça c'est dans les années 80 je crois, c'est ça, un danseur chinois qui est justement un danseur de l'opéra de mémoire, qui est commandité par les services pour approcher un diplomate français. Il va se faire passer pour une femme. Alors ça commence, c'est l'affaire de Che Pépou. C'est un danseur d'opéra, c'est un art très populaire en Chine, l'opéra. C'est moins aristocratique que l'opéra en France, par exemple. Mais ce danseur d'opéra est effectivement... Il rentre en contact avec un petit diplomate, un diplomate de petit rang à l'ambassade de France. C'est Bernard Boursicot. Bernard Boursicot. C'est la révolution culturelle, c'est-à-dire que la simple rencontre entre des Occidentaux et des Chinois est extrêmement difficile. Et le malheureux Boursicot va s'imaginer que d'espèces de rencontres furtives, pour entrer dans les détails, si je puis dire, de l'anatomie, il y a une certaine technique qui permet de rentrer ces parties un peu à l'intérieur de son corps. Donc lui a toujours après une gymnastique, et il a cru que c'était des vrais rapports sexuels, tellement il avait peur de se faire prendre. C'est totalement stupéfiant. Par le Gongkangbu, qui est la police politique, qu'il a cru et qu'il est effectivement devenu un agent chinois. Les Chinois étaient très intéressés par les renseignements qu'il leur fournissait, qui n'étaient pas forcément des renseignements de grande valeur, mais parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose du monde occidental. Comment l'arrivée de l'intelligence artificielle a bousculé, changé, influencé les services secrets? On imagine que c'est forcément révolutionnaire. C'est en train de révolutionner les services secrets, effectivement. Ça permet de traiter une multitude d'informations en temps quasi continu. On peut brasser beaucoup d'informations. Et puis pour les techniques justement de désinformation, c'est très utile aussi et c'est très pratique pour démultiplier des bouteillons. La technique a été posée dès les années 30 et développée sous Khrouchtchev en particulier, donc les années 50-60 en URSS. Mais cette technique-là, les bases ont été posées et maintenant, il y a un vecteur d'accélération qui est absolument incroyable. Il y a Internet, évidemment, et il y a l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que les phénomènes de boules de billard que je décrivais tout à l'heure, là, la boule, elle allait, boum, comme ça, doucement. Maintenant, la boule, elle va à toute vitesse. Alors, quand on est spécialiste de l'espionnage et des services secrets, on sait peut-être... on peut tout dire, on peut tout raconter, on peut tout écrire? On peut écrire ce qu'on juge nécessaire d'écrire sans mettre en danger la vie de gens. En particulier la vie de mes compatriotes français. Bon, ça, évidemment, on fait attention. Et c'est un livre, un projet qui est bien accueilli, par exemple, par la DGSE, ou ils n'aiment pas trop qu'on parle d'eux? Ils ne détestent pas qu'on parle d'eux, puisque dans le livre Les lieux secrets du pouvoir, qui a été publié chez Perrin, il y a 20 auteurs, et c'est moi qui ai fait la partie où je décrivais la fameuse piscine. Le siège, boulevard Mortier, le siège de la DGSE, comment ça se passe. Et là, vous avez été bien accueillis, Oui, bien sûr.
Donc, mais par ailleurs, je ne leur demande pas l'autorisation de publier, par exemple, ce livre. D'ailleurs, ils ne m'ont pas demandé non plus d'avoir un contrôle. Si vous voulez tout savoir sur l'espionnage, presque tout. Vous êtes modeste. Si vous voulez presque tout savoir sur l'espionnage français, américain, indien, chinois, russe, eh bien, Dictionnaire mondial de l'espionnage. Et même turc. Et même turc. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais c'est absolument passionnant. Merci à Rémi Coffer d'avoir été avec nous sur le plateau de Point de vue en direct. C'est moi qui... Il y a 100 ans exactement, en 1925, Paris avait le coup de foudre pour une danseuse noire américaine, une certaine Joséphine Baker. Depuis, l'histoire d'amour n'a cessé entre l'artiste et la France jusqu'à sa panthéonisation il y a 4 ans. Je vous propose de revoir quelques images de cette cérémonie, puis on se retrouve dans un instant avec l'un de ses fils, Jean-Claude Bouillon-Baker. Bonjour Jean-Claude Bouillon-Baker, on dit. Ah, merci de dire Baker. C'est elle qui disait Baker. Alors, prenez gentiment les journalistes qui disaient Joséphine Baker. Non, Baker. On a tendance effectivement à partir sur un petit accent américain dû à ses origines, mais non, elle souhaitait qu'on pose un petit accent français sur son nom de famille. Elle avait francisé complètement. Son attachement à la France était incommensurable. Incommensurable. On est en 2025, il y a 100 ans exactement, 1925. Eh oui, déjà. Déjà, eh bien, on rencontrait la France, là, Paris, le théâtre des Champs-Élysées, eh bien, faisait cette rencontre et avait cet énorme coup de foudre pour cette femme, votre mère, une danseuse noire américaine. C'était le spectacle de la Revue Nègre au théâtre des Champs-Élysées. Eh oui, elle arrive, elle va avoir 19 ans, vous vous rendez compte, c'est incroyable. L'audace qu'il lui a fallu pour traverser l'Atlantique, monter sur ce petit paquebot, quitter le port de New York, où elle dira d'ailleurs, c'est quand je n'ai plus vu la Statue de la Liberté que je me suis senti libre. Alors que dans le sens inverse, les gens qui arrivent à Ellis Island voient tout de suite la Statue de la Liberté. Pour eux, c'est le pays de la liberté. Eh bien, pour les Noirs, non, ce n'était pas le pays de la liberté. Mais il a fallu quand même une audace incroyable, un instinct certainement. Et d'arriver à Paris, évidemment, ça a été du jour au lendemain, elle a été iconisée, si je puis dire. C'est devenu l'icône des années folles. C'est un dessin hors du commun. Tout à fait unique. Effectivement, cette jeune femme noire américaine, elle vit une enfance tout à fait misérable dans un pays ségrégationniste. Ben oui. Il faut le rappeler, extrêmement raciste. Oui, parce que Saint-Louis, fondé par les Français au XVIIIe siècle, n'échappait pas au racisme et à la ségrégation, évidemment, puisque le Mississippi monte jusqu'à Saint-Louis. Et son enfance, finalement, c'est une trajectoire lumineuse, parce que c'est ça que j'ai voulu aussi montrer, si vous voulez, c'est l'élaboration, la construction d'une conscience à travers le siècle et le XXe siècle, qui est à bien des égards incomparable et en même temps terriblement tourmentée. Les guerres, les ségrégations, et Joséphine Baker, petit à petit, va prendre conscience de ce qu'elle est, la femme qu'elle est, au-delà des années folles où elle était d'une jeunesse, évidemment, qu'on lui pardonnera, de jeune femme. Et ensuite, dès que le premier jour de la guerre survint, eh bien, évidemment, tout de suite, elle se met au service de la France. Et c'est là où on sent l'attachement viscéral à son pays d'adoption. Et elle dira, d'une manière un peu solennelle, la France a fait de moi ce que je suis.
elle peut me demander tout ce qu'elle veut. Effectivement, vous revenez dans ce livre, Lumière noire de nos rêves, sur l'itinéraire, les combats de votre mère. Avant de rentrer dans la résistance, cette femme, cette jeune femme qui est danseuse et donc acclamée, adoptée par le public américain, c'est la modernité, en fait, qui débarque en 1925 à travers elle, sa façon de bouger. C'est ça, elle ne ressemble à personne. Son jeu, c'est déjà élaboré, construit parce qu'elle est sur les routes aux États-Unis et dans des petits théâtres, des petites troupes. Elle a 8, 9 ans, 10 ans. Elle est costumière dans un premier temps. Ensuite, elle a l'audace d'aller à New York dans une revue qui s'appelait Chef le Long, qui était exclusivement jouée, interprétée et créée par des Noirs. C'était la première, qui a connu un immense succès. Et à ce moment-là, elle devient une sorte de personnage qui fait rire tout le monde. Il y a une sorte de pantomime, elle louche, elle est en train déjà d'élaborer son jeu, le jeu qu'elle va avoir sur la scène parisienne et sur les scènes du monde entier. Oui, il se mélange à la fois, elle joue de sa nudité, d'une forme d'érotisme et en même temps d'humour. De malice, elle était très malicieuse, elle savait très bien ce qu'on lui faisait faire, elle n'était pas dupe du tout. N'oubliez pas qu'on était quand même dans une période aussi colonialiste en France. Et donc elle prend le revers de cette image. Et finalement, très vite, si vous voulez, il y a la métamorphose s'opère dans le sens où, de statut de danseuse, elle passe au statut de chanteuse et de meneuse de revue. C'est-à-dire qu'elle ne savait même pas elle-même qu'elle avait un don qui était extraordinaire, c'était le chant. Le chant, oui, parce et elle qu'elle était chanteuse. Bénie des dieux, si je puis dire, dans ce sens-là, parce qu'elle montait très haut dans les arpèges. Et quand on chante, quand on écoute des chansons comme Haïti, par exemple, même Anna de Noailles, qui était une grande poétesse française, disait « Et en plus, elle a avalé des rossignols ». Très jolie expression. Voilà. Vous, Jean-Claude, vous êtes un de ces enfants adoptifs. Joséphine, votre maman, elle racontait assez facilement ses souvenirs d'enfance, ses débuts sur la scène parisienne. Non, elle ne racontait pas parce que quand elle m'a connu, plutôt qu'elle m'a adopté, elle était dans son rôle de mère exclusivement. Donc la star s'éclipsait devant la maman, c'est ça ? Absolument, à telle enseigne que des archives passaient à la télévision, disaient non, c'est pas moi, la jeune femme ceinturée de bananes. Donc elle se reniait en quelque sorte pour nous, devant nous. Mais je sais qu'à la fin de sa vie, si elle en avait eu le temps, elle aurait écrit ses mémoires, évidemment, et là on aurait tout compris. Bon, elle est morte, j'avais 21 ans. Je ne savais pas ce que c'était que se passer, évidemment. C'était il y a 50 ans. Hein. Il y a 50 ans déjà. Il y a 50 ans. Oui. Et c'est pour ça que dans ce livre, voilà, je vais à sa recherche, je la tutoie, elle me prend par la main, elle m'amène au cœur de son enfance, et on suit tout son cheminement jusqu'au Panthéon. Donc, effectivement, Joséphine Baker adopte 12 enfants. Vous êtes le 5e. Comment vous rencontrez, vous et elle ? Vous êtes adopté à quel âge ? 2 ans. À 2 ans. Tout le monde, on a tous été adoptés à 2 ans. C'était le principe un peu de l'adoption, du pacte d'adoption qu'elle a eu avec mon père. Il ne faut jamais oublier. Oui, parce évidemment. Que monsieur. C'est pour ça que je porte les 2 noms, pour rendre hommage aux 2, évidemment. Et ils étaient partis du principe qu'il fallait adopter des enfants tout petits pour qu'ils prennent l'habitude de grandir ensemble dans une sorte de fraternité qui, au début, c'est vrai, a provoqué une sorte de scepticisme ou de malice, si vous voulez, dans les médias. Et puis, très vite, finalement, les gens se sont aperçus, mais oui, ça tient debout. Et 50 ans après sa mort, on est toujours frères et sœurs, autant qu'au premier jour. Il y avait effectivement ce projet de famille arc-en-ciel, vivant dans un château en Dordogne. J'imagine donc des enfants venant du monde entier. J'imagine que ça a façonné votre personnalité, votre rapport au monde. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est elle qui a appelé très joliment sa tribu arc-en-ciel. Donc, et dans ce château qui pour nous était une maison, évidemment, un grand terrain de jeu, si je puis dire, et qui était historiquement... Il ne faut jamais oublier que Joséphine Baker a vécu finalement 30 ans en Périgord. On parle beaucoup de Paris, mais en 1939, elle est déjà dans le Périgord. Pendant la guerre, elle n'y va pas. Elle a loué son château, et en 1947, elle se marie là-bas avec mon père. Et elle va louer jusqu'à la fin, donc en 69, qui se finira malheureusement assez mal, quoi.
Quel souvenir du quotidien de cette maman vous avez, vous? Qu'est-ce qui vous reste? Moi, j'ai une femme bienveillante, à l'écoute. Tout ce qui fait défaut aujourd'hui, finalement. La bienveillance se délite complètement, l'écoute se raréfie, la tolérance a perdu sa noblesse au profit de radicalité des esprits, et puis la fraternité, mon Dieu, ce troisième mot de la devise française, eh bien, demeure quand même une étoile assez inaccessible. Eh bien, elle est allée vers ces quatre, elle entretenait ça de toutes ses forces, de toute son âme, elle y croyait, elle y croit, et je pense que ça reste son exemple. Je voulais montrer un exemple finalement de femme, qui peut nous donner un exemple encore, à ceux qui sont aujourd'hui, à ceux qui viendront. Voilà, c'est un exemple de femme. C'est son héritage. C'est son héritage, entre autres, et je pense que la France, d'une certaine façon, il y a 4 ans, vous venez de montrer des images du Panthéon, eh bien, en ayant poussé les portes du Panthéon, je pense qu'elle est rentrée aussi dans l'histoire de France. Dans le cœur de beaucoup de... Dans le cœur et dans l'histoire. Dans l'histoire. Est-ce que la jeune génération vous parle souvent d'elle et comment elle vous parle de votre mère, Joséphine Baker? Elle fait consensus. Joséphine Baker a de très rares exceptions. J'ai jamais entendu de quelqu'un dire du mal ou quelque chose de négatif à son égard. Jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est en découvrant son existence, toutes les facettes de son existence, et cette reconnaissance encore liée à la France qui fait consensus, parce que les gens se disent mais c'est extraordinaire, c'est ça l'attachement à un pays qui vous a accueilli. Et effectivement, malgré son petit déboire épistolaire avec De Gaulle, que je relate dans le livre, c'est un malentendu plutôt. Quatre mots qui l'ont blessé. Quels sont ces mots, oui, alors Jean-Claude? Ouais, en quelques mots, c'est De Gaulle, lorsqu'il eut perdu le pouvoir, s'est entretenu avec André Malraux dans un livre qui s'appelait Les chaînes qu'on abat. Et au détour d'un question-réponse avec le général, Malraux lui dit « Mais vous avez toujours été très bienveillant avec Joséphine Baker. » Et il dit ces 4 mots. « Ah, cette pauvre, brave fille !» Évidemment, ma mère, qui avait reçu le livre de la part du secrétaire de Gaulle, qui croyait lui faire plaisir, est tombée un peu des nues. Elle était extrêmement blessée, meurtrie, mais silencieusement. Évidemment, ce sont des blessures que l'on tait. Mais dans la pensée de Gaulle, moi je la traduis évidemment dans mon livre autrement, en disant, il voulait certainement dire, cette femme admirable qui a fait ce qu'elle a pu et je la plains. Finalement, c'est ça la pensée de Gaulle. Mais il a dit cette pauvre brave fille, en disant, oui, elle a fait tout. Mais toutes les déconvenues qu'elle a connues, c'était à l'époque de 69, le pauvre. Parce que c'est un parcours, on a rappelé l'enfance misérable dans laquelle elle venait, et puis il a fallu à un moment que Joséphine Baker, elle a rencontré des problèmes d'argent, et il a fallu qu'elle remonte sur scène. Hein. Oui, mais de toute façon, elle adorait la scène. Hein. Ouais. C'est un bain de jouvence, et tous les grands artistes, ou même les moins grands, vous diront que la scène les revigore complètement. Et c'est un phénix, Joséphine, parce que pendant la guerre, elle a failli mourir plusieurs fois. Elle a subi 5 opérations. Elle a été privée d'enfanter, notamment ce qui l'a plongée dans... À cause d'une blessure, c'est ça, de guerre? Non, elle a contracté... Vous savez qu'elle a fait des services secrets. Elle est partie à Marseille, elle est passée par Marseille, elle a contracté une pneumonie, un début de pneumonie. Ensuite, son théâtre d'opération, ça a été l'Afrique du Nord, Casablanca, Marrakech, c'était encore la zone libre. Et là, elle a fait l'espionnage, donc elle a retranscrit des informations sur l'encre sympathique sur les partitions de G2 Amour, la Tonkinoise, qui étaient ensuite envoyées à Londres ou à New York. Et c'est tout à fait romanesque, mais en plus, elle a le privilège d'être vrai. Et là, elle a... Peut-être que c'était des instruments qui étaient mal stérilisés, évidemment, à l'époque, c'était pas la même chose. Et elle a eu une hyrestectomie, donc privée dans une septicémie ensuite. Donc elle est restée 18 mois alitée entre la vie et la mort. Et c'est au moment où les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord en 1943, tel un phénix, elle s'est remise sur pied et elle a chanté pour c'est pour toujours son histoire, son parcours, sa trajectoire reste toujours tout à fait fascinante. On retrouve tout ce parcours et puis c'est aussi une déclaration d'amour, hein,
je dirais, ce livre, Lumière noire de nos rêves, une déclaration d'amour à votre maman, celle qui prononçait votre prénom ainsi, Zankiode. Exactement. Et Lumière noire de nos rêves, c'est un peu, j'ai extrait c'est une phrase que j'ai extraite de mon livre en disant, la phrase complète, c'est Lumière noire de nos rêves, obscure et hésitante fraternité. Donc elle nous montre le chemin. Elle nous montre le chemin. Merci Jean-Claude Bouillon-Baker Merci d'avoir été en direct avec nous. On voit votre livre Lumière noire de nos rêves. Point de vue, c'est déjà fini. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouvez Alban Barthélémy en direct dans l'émission. Et moi, je vous retrouve vendredi. D'ici là, passez une bonne journée en compagnie du Figaro.